Pourquoi est-ce qu'on avait mis 1000 ans à essayer de s'en sortir de la violence, etc., et qu'on y revient? Comment se fait-il qu'il y a des mômes de 17 ans qui rouent de coups, d'un grand coup de pied dans la tête à quelqu'un? Le diagnostic n'est pas difficile à faire. On s'est trompé. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors pour rappel, vous pouvez retrouver en description notre application Omerta où vous pouvez retrouver l'ensemble de nos documentaires ainsi que les reportages et les articles écrits. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et retrouver notre dernier magazine dans plus de 5000 kiosques partout en France. Alors aujourd'hui pour ce nouvel entretien, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Maurice Signolet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui. Alors vous sortez votre livre est sorti La police ne peut plus rien pour vous. Vous racontez dedans quelques anecdotes tout au long de votre carrière personnelle. On va parler de ça aujourd'hui, un petit portrait sur vous finalement et sur comment fonctionnent les forces de l'ordre en interne. Donc, votre témoignage est très intéressant, de voir comment tout fonctionne à l'intérieur, comment tout évolue. Pour commencer, est-ce que vous pouvez faire une petite présentation de vous-même et Oui. d'où vous venez justement? Alors, d'abord, je vous remercie de m'accueillir. Ça me fait très plaisir de venir à Omerta. Alors, je m'appelle donc Maurice Signolet. Alors, c'est vrai que Maurice, c'est un vieux prénom, mais vous savez, je suis le dernier d'une famille de 6 enfants, donc mes parents n'avaient pas... À 2 jours près, je m'appelais Maurice, quoi. Moi, je m'appelais Automne. Ils ont décidé de m'appeler le jour de ma naissance. Ça, c'était pour un petit trait d'humour. Je suis rentré dans la police, j'avais 21 ans, au milieu des années 70, et j'en suis parti à la fin 2014. Donc, je suis resté 40 ans dans la police. J'étais rentré, ce qu'on appelle par vocation, hein. Je sais bien que ce mot aujourd'hui est complètement galvaudé, mais c'était une véritable vocation. Si vous voulez, j'étais rentré dans la police par romantisme. À l'époque, le plein emploi existait, la délinquance était marginale. Et donc, je ne sais pas si c'est des films, des lectures, quelques faits divers qui m'avaient incité à rentrer dans la police en me disant, bon, bah, je vais avoir une démarche un peu maigretiste, quoi. Pas l'homme politique, hein, je parle du commissaire Maigret. Et donc, oui, je suis rentré dans la police par romantisme en disant, ça doit être un quotidien un peu différent des autres, une aventure de l'instant, et j'ai pas été déçu, hein. Donc je suis rentré comme inspecteur de police. À l'époque, ça existait. Aujourd'hui, ça n'existe plus, malheureusement. Et donc, j'ai eu une double carrière, 20 ans comme inspecteur et 20 ans comme commissaire. Alors 20 ans comme inspecteur, exclusivement en police judiciaire. Alors, en commissariat de quartier, d'abord, j'ai commencé, puis après en brigade territoriale, ce qu'on appelle aujourd'hui les divisions de police judiciaire, puis la brigade criminelle, un service régional de police judiciaire en province, et puis la brigade des stupéfiants, etc., etc. Et puis la deuxième partie de ma carrière, donc 20 ans, comme commissaire de police, alors là, moitié en sécurité publique, moitié en police judiciaire, moitié à la préfecture. Ça fait 3 moitiés, on dirait, mais disons 3 tiers à la préfecture de police. Donc j'ai un parcours vraiment très éclectique et qui m'a permis de pratiquer le panel le plus large possible des missions policières, hein. Aussi bien la police judiciaire, la province, le commissariat de quartier, les commissariats de banlieue, puisque j'ai été patron de commissariat à Aubervilliers, au Nez-sous-Bois, donc des lieux hautement criminogènes. Donc voilà, c'est un passé assez riche, hein. Donc dans mon livre, j'ai voulu m'attacher au temps long. Je me suis dit, la plupart de mes collègues qui se lancent dans l'écriture ont toujours tendance à relater une affaire un peu extraordinaire, qui défraie la chronique, qui en son temps avait un écho médiatique fort. Ils ont tendance on a l'impression que c'est grâce à eux que l'affaire a été résolue. J'ai trouvé que ça m'intéressait pas. Dieu sait si j'ai connu des affaires comme ça, mais je me suis bien gardé d'en parler. Et je me suis dit, au contraire, je vais essayer de parler de la linéarité d'une vie de policier,
au travers justement ce temps long de 40 ans, mais pour expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur, hein, quels sont les problèmes qu'on rencontre, les relations qu'on a avec les victimes, avec les auteurs, les relations qu'il y a dans la police, la sociologie policière, pour expliquer comment elle avait évolué, comment elle était diamétralement opposée aujourd'hui à ce qu'elle était il y a 40 ans, sans aucune nostalgie, hein, mais simplement en disant voilà ce qu'il y avait auparavant, est-ce qu'on peut s'en inspirer, pas s'en inspirer, au lecteur de le déterminer. Mmh. Vous parlez d'une vraie vocation finalement, du coup. À quel moment vous avez vraiment su que vous vouliez être dans la police? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier ou une date particulière qui vous a fait prendre conscience que c'est ce que vous Alors, vouliez faire? moi, je ne voulais pas gagner ma vie, je voulais réussir ma vie. Vous voyez, la nuance est importante. Euh, J'ai eu une éducation chrétienne assez importante, hein. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est bien de le dire, mais ce qui est vrai, et je savais qu'on a tendance à toujours caricaturer la religion. Moi, elle m'avait appris le sens du devoir, de l'abnégation, le souci de l'autre, le don de soi, etc. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas un métier un peu viril, mais qui permettra néanmoins d'être en contact avec ce que les gens peuvent ressentir dans la douleur, dans la peine, à travers toutes ces victimes, mais également à travers la commission des faits, hein. Donc je me suis dit, je vais aller vers un métier dont mon quotidien sera l'extraordinaire des autres. Vous voyez, ce qui n'est pas Mhm. commun. J'aurais pu être explorateur et vouloir aller en Nouvelle-Zélande. Non, non, je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, mais je me suis dit au quotidien, ma vie, le quotidien ne sera jamais le même. Et à ce niveau-là, lorsqu'on entre dans la police, il est évident que vous ne savez pas du tout ce qui va vous arriver dans l'heure qui suit. Donc, et puis au fil du temps, si vous voulez, moi en 40 ans, je l'explique, je suis resté constant. C'est-à-dire mon engagement a été le même si j'avais aucune ambition de carrière lorsque j'ai gravi des échelons en passant des concours, mais c'était pour prendre plus de responsabilités, un investissement supplémentaire. Ça n'était pas du tout une finalité carriériste, ça m'intéressait pas du tout. Je voulais simplement, à des étapes diverses de ma vie de policier, pouvoir m'investir plus. Et donc, c'est ce qui m'a caractérisé. Mais au fond de moi, ce qui m'avait motivé dès le départ est resté intact jusqu'au jour où je suis parti en retraite. Mhm. Donc en 40 ans, ma motivation est restée linéaire, avec l'égale intensité émotionnelle, je dirais. Parce que si on ne fait pas, vous savez, les métiers qui touchent l'humain, si vous n'avez pas une dimension affective, émotionnelle, humaine des choses, c'est une catastrophe, hein, que ça soit l'enseignement, le soin, la police, les pompiers, n'importe quoi. Si vous n'avez pas cette dimension humaine, cette dimension de, de- de la volonté d'être ouvert aux autres, le sens de l'abnégation, du dévouement, ça peut être catastrophique. À ce niveau-là, moi, je suis resté constant. À l'inverse, ce que je trouvais, l'entrée dans ma police, j'avais trouvé cet état d'esprit-là. Euh, il y avait peut-être une plus grande masculinité qu'aujourd'hui, c'est certain, mais il y avait quand même par par un canevas hiérarchique, un canevas institutionnel, un canevas qui faisait qu'on ne pouvait pas ne pas s'investir. Vous voyez, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait Mhm. rien, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas d'appareil radio, pas de téléphone portable. C'était l'époque des cabines téléphoniques, hein. Donc on était obligé par un jeu très subtil de hiérarchie, d'environnement, de, de resserrement des liens confraternels très forts, on arrivait à pallier à tout ça. Et je me suis rendu compte qu'au fil du temps, plus la technologie, plus le fétichisme du moyen matériel s'est fait présent, et moins cette dimension humaine n'a été perceptible. Mhm. C'est ça qui m'a le plus perturbé. Si vous voulez, euh, j'ai eu l'impression, quand je suis parti en retraite, que les gens faisaient des actes de police et ne faisaient plus de police. Vous voyez, c'est une nuance qui, à mon sens, est importante. Auparavant, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de moyens, ben, vous obligez à un investissement personnel très fort, que ce soit dans les horaires,
que ça soit dans le temps en lui-même, l'investissement intellectuel. Il fallait à tout prix se dépasser. Et au fur et à mesure de l'arrivée des moyens techniques, qui étaient une aide, en fin de compte, on s'est délesté de cette dimension humaine, et c'est ce qui m'a le plus choqué. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans mon livre, hein, faire en sorte que je commence par une anecdote affective, je termine par une anecdote affective, pour dire, vous voyez, en 40 ans, il fallait rester les mêmes, parce que la désespérance des victimes est la même, elle n'a pas changé. Ce qui me perturbe un peu aujourd'hui, c'est qu'on a tendance, lorsque dans les médias ou même dans les séries télévisées, on veut évoquer la police, c'est toujours dans le sensationnel, dans le démonstratif, c'est le raid, la BRI, etc. Non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gardien de la paix au fin fond d'un commissariat qui prend la plainte d'une personne qui s'est fait violer, agresser, ou à qui on a volé sa voiture. C'est un drame de se faire voler sa voiture, même son vélo. Donc on l'oublie. Vous savez, quand une femme se fait voler son sac à main, généralement, c'est toute sa vie qui disparaît. Il y a les photos, il y a la mèche de cheveux de son premier enfant, tout est dedans. Hein. Et ça peut se révéler un véritable drame. Et c'est ces petits drames-là de la vie quotidienne qu'on a tendance à totalement occulter, alors que c'est l'essence même, c'est l'essentiel de la mission policière. Est-ce que du coup, ce changement de dimension humaine, c'est la plus grosse évolution que vous avez remarquée en 40 ans de carrière ? Je crois que c'est la plus grosse évolution, mais la sociologie d'aujourd'hui policière, hein, n'a rien à voir avec la sociologie de mon époque. Mais de l'autre côté, la société a changé aussi. Hein. Tout a diamétralement changé. On a vu, on est passé d'une société de consubstantialité avec ses règles normatives très strictes, avec même ses règles de bienséance, de courtoisie, de respectabilité, d'honnêteté, de probité, disparaître petit à petit, se déliter totalement pour laisser la place au pulsionnel, à l'instinctif. On le voit bien, hein, la société a évolué. Ce qui apparaissait comme une bizarrerie ou une étrangeté il y a encore pas si longtemps, est aujourd'hui totalement accepté. Et donc, par ruissellement, on a accepté, on a fait l'apologie des différences. Vous voyez ? Et par effet boomerang, la délinquance, on a été impacté. Et la société policière, la sociologie policière également. Vous voyez, comme quoi la police, elle est... je crois que... Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. Le policier est au centre des choses. Je crois que c'est Camus. Je ne sais plus quel ouvrage. Il faisait dire au maréchal Skouratov, chef de la police, si j'ai voulu être policier, c'était pour être au centre des choses. On est vraiment au centre des choses. C'est vrai que mon livre, c'est également un curseur d'appréciation de la société. Au lecteur, de le prendre du début à la fin et de voir que petit à petit, au travers de l'évolution sociologique policière, c'est en fin de compte tout un spectre beaucoup plus élargi, beaucoup plus large de la société qui a totalement évolué. Vous parlez justement dans votre ouvrage de réforme hasardeuse. Ouais. Est-ce que vous pouvez développer du coup un peu plus ce terme ? Il y a eu des réformes organisationnelles dans la police qui ont été totalement irresponsables et qu'on ne s'est pas du tout rendu compte de la portée que ça allait avoir. Alors, vous verrez dans mon ouvrage, je ne suis pas très tendre pour la représentation syndicale de la police. Il faut savoir que dans la police, 80% des policiers sont syndiqués. Hein. Quand on compare à la France, où il y a à peine 5 ou 6% de gens syndiqués, on peut voir l'impact que ça peut avoir. Ça a donc créé une forme d'autogestion, de cogestion, vous voyez, avec l'administration policière, et ça a eu quelques effets pervers. En soi, quand moi je suis rentré dans la police, on s'adaptait à la mission. La mission était contraignante. Vous voyez, par exemple, très vite, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas avoir une vie de famille équilibrée. Donc, mon épouse s'est arrêtée de travailler pour aller mettre en enfant. C'était impossible. On travaillait 12-14 heures par jour. Il y avait pas, la notion d'horaire n'existait pas. Donc, si on voulait avoir une vie équilibrée, il fallait s'adapter à la mission. Aujourd'hui, petit à petit, en invoquant à chaque fois la dangerosité de la mission, la difficulté de la mission, etc., en fin de compte,
on arrange la mission au bénéfice de ceux qui sont chargés de l'exécuter. Et on en arrive à des phénomènes très, très pervers, quoi. Alors, par exemple, en 1995, une réforme énorme de la police nationale, un ouragan, un tsunami, la réforme des corps et carrières. En 1995, on a supprimé totalement, du jour au lendemain, le corps des inspecteurs de police, dont j'étais issu, moi, auparavant j'étais issu du corps d'inspecteur de police. Il faut savoir qu'il y avait 23 000 inspecteurs de police, dont l'exclusive mission était en civil, bien sûr, il n'y avait pas d'uniforme, etc., était de faire du judiciaire ou du renseignement. Du jour au lendemain, on l'a supprimé, et on a pris le corps des gardiens de la paix, et en lui confiant la mission globale de police, que ça aille de la circulation à l'antiterrorisme. C'était un seul et même corps de gardiens de la paix qui allait traiter ce panel très élargi de la mission policière. Le seul problème, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte que les gardiens de la paix, qui étaient exclusivement en tenue et qui travaillaient exclusivement en cycle, en travail cyclique, qui donc faisaient des vacations, avaient la culture de la récupération. C'est-à-dire que dès qu'ils dépassaient un quart d'heure de leur vacation, vous voyez, en brigade de roulement, dans un commissariat, boum, hop, ils marquaient sur un grand livre, un quart d'heure donne droit à 1 heure, un quart d'heure commencé donne droit à 1 heure. Le problème, c'est que quand vous appliquez ça au domaine de la police judiciaire, où l'investigation est extraordinairement chronophage, ça vous donne des catastrophes. Et on vous dit, les syndicats aujourd'hui vous disent, oui, mais regardez-moi ça, il y a 30 millions d'heures supplémentaires à payer. Non, ça ne montre pas un investissement plus grand, ça montre simplement qu'on a comptabilisé ce qui ne se comptabilisait jamais auparavant. Il ne serait jamais venu à l'idée d'un inspecteur de police de dire, il y a 20 ans ou 30 ans, je vais comptabiliser mes heures. Vous travaillez jusqu'à 2 heures du matin, vous rentriez prendre une douche, vous repartiez, etc. Samedi, dimanche, fallait bosser. C'est l'événement qui faisait l'intensité de votre travail. Donc vous voyez que par ruissellement, ça a donné une catastrophe. Pareillement, pour d'autres faits que j'évoquerai, si vous voulez, après, avec l'évolution du code de procédure pénale, du code pénal, qui, en corollaire, a été absolument catastrophique, on a à chaque fois invoqué la dangerosité de plus en plus flagrante du métier pour donner satisfaction à une multitude de revendications. Et donc on a dernièrement encore totalement changé le cycle horaire des gardiens de la paix. Auparavant, ils travaillaient en 4-2. Aujourd'hui, ils travaillent en cycle binaire, c'est-à-dire ils font une semaine lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche, et la semaine d'après, mercredi, jeudi. Si vous faites le compte, ils font une vacation de 12 heures, de 6 heures du matin à 18 heures et de 18 heures à 6 heures du matin. Mais si vous faites le compte, dans l'année, ils ne travaillent que 130 jours par an. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, en invoquant la dangerosité du métier, on finit par se désengager. C'est-à-dire que c'est dur, donc on va compenser cette difficulté en vous donnant des loisirs, etc., enfin du temps de repos. Le problème, c'est que quand vous habituez à travailler que 130 jours par semaine, par an, qui vous laisse 235 jours, si j'ai bonne mémoire, de repos, vous ne passez pas, vous n'allez pas en police judiciaire où il va falloir que vous travaillez beaucoup. Vous ne cherchez pas à passer des concours parce que vous dites, si je passe un concours, je perds mes 230 jours, etc. Vous voyez comme quoi ça peut avoir des effets boomerang insoupçonnés. Moralité, je vous ai dit, on a adapté la mission aux velléités des uns et des autres sous des pressions syndicales très, très forte, et on en a arrivé à changer, à totalement modifier la mission. Et comme cette mission elle est mal effectuée, on s'aperçoit qu'on est obligé d'avoir recours à ce qui n'existait pas auparavant. Qui, il y a 20 ans, aurait pensé qu'il y aurait une telle prolifération des polices municipales partout ? Vous vous rendez compte que, par exemple, à Nice, il y a plus de policiers municipaux que de policiers nationaux. Toutes ces réformes ont été absolument catastrophiques. Il n'y a eu aucune anticipation. Et les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'avaient aucune anticipation. Sur le lointain, ils se trompaient complètement. Et à aucun moment, quelqu'un n'est venu leur dire « Attendez, ça ne va pas marcher, ça va donner une catastrophe ». Pour vous dire, actuellement, il y a une réflexion pour faire travailler, comme les gens qui ne sont pas qui sont en sécurité publique bénéficient de ce cycle horaire un peu particulier, les gens qui sont en PJ, on a déjà du mal à recruter, ils disent c'est pas normal. Donc on réfléchit à ce qu'il y ait une semaine de 4 jours en PJ. 4 jours en PJ. Quand moi j'étais en brigade des stupéfiants, 4 jours, c'était les 4 jours de garde à vue. On dormait dans le bureau.
Parce qu'on a été comme le détenu qui était 96 heures en garde à vue, on était 96 heures aussi en garde à vue. Comment voulez-vous faire? Vous prenez une grosse affaire de meurtre qui va nécessiter de longues investigations. Au bout de 4 jours, vous allez dire, je m'en vais en récupération. C'est impossible. Il faut absolument que revienne cette notion d'impératif de la mission. Il y a des missions qui nécessitent des impératifs de fonctionnement. On ne peut pas s'arrêter à 19 heures, c'est impossible quand on travaille en police judiciaire. Donc vous voyez que toutes ces réformes ont eu un impact catastrophique. À la décharge de l'institution policière, ce n'est pas complètement de leur faute. Parallèlement à ces réformes structurelles, organisationnelles, il y a eu des réformes de fond du Code de procédure pénale et du Code pénal, inédites jusqu'à présent, hein, qui a complètement transformé le droit. On est passé d'une procédure inquisitoriale qui avait fait ses preuves depuis la nuit des temps à une procédure contradictoire avec la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, la présence de l'avocat à la perquisition, la multiplicité des risques de vice de procédure, la présence, le juge de la liberté et de la détention, le juge d'application des peines, etc. Si vous voulez, je faisais référence tout à l'heure à cette évolution sociétale qui allait vers la prédominance de l'individu. Je pense qu'on est un peu aujourd'hui dans une queue de comète du surréalisme d'André Breton, hein, où après par Kierkegaard, etc., et Jean-Paul Sartre, et j'en passe et des meilleurs, où vraiment l'individu il fallait le reconnaître dans ses pulsions, etc. Par la suite, on a eu Marc Ancel, un procureur de la République avec son nouveau contrat social, qui expliquait, et après avec Badinter, qu'on va bientôt panthéoniser, qu'en fin de compte, on était passé d'une justice de l'acte, où on disait, bon voilà, un fait a été commis, ça vaut tant, avec un code pénal, à une justice de l'auteur, avec une prise en compte de l'auteur dans son parcours, dans son cursus, etc. Et à chaque fois, non pas en lui trouvant des excuses, mais en trouvant des explications. Ça a donné une justice difficile à rendre, hein. Vous savez, si on se réfère à Joseph de Maistre, ce philosophe du XVIIIe siècle, qui disait le glaive de la justice n'a pas de fourreau. Toujours, il doit menacer et punir. On a beaucoup évolué, vous savez. Hein. Moi, quand je suis rentré dans la police, il n'y avait que 500 000 crimes et délits dans l'année. Aujourd'hui, on a plus de 5 millions et les enquêtes de victimation parlent de 10 millions. Si vous voulez, tout le monde est en train d'être abasourdi par l'ensauvagement, par la délinquance, etc., etc. Mais personne ne fait la généalogie des faits. On y a été sciemment. C'est-à-dire que sciemment, on est rentré tête baissée dans ce qui allait nous arriver. Aujourd'hui, c'était une forme d'impunité, mais on l'a entretenu. On a expliqué, je ne sais pas, mais quand vous aviez cet improbable ministre de la Justice qui, lorsqu'il était avocat, on appelait acquittator, je crois, un nom comme ça, et qui dénonçait la morgue des juges, hein, qui disait il n'y a pas d'équidistance entre l'auteur et la victime, l'émotion emportant tout. C'est-à-dire qu'on en était arrivé à une excuse, pas une excuse, mais une explication systématique, un aménagement de peine. Si vous voulez, on a perdu cette notion d'expiation de la faute qu'il y avait auparavant. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça administration pénitentiaire? Pour faire pénitence. C'était ça l'origine. Petit à petit, tout ça s'est transformé. On a pensé que la prison ne devait être qu'un lieu de réinsertion, etc., etc. Bah oui, mais si la prison ne fait plus peur, s'il n'y a plus d'exemplarité à la prison, ça vous donne ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, par ruissellement, toujours, j'aime bien ce terme, hein, l'institution policière a été impactée par ça. Hein, comme l'institution judiciaire d'ailleurs. Mais ne nous y trompons pas, il n'y a pas qu'une évolution sociétale, civilisationnelle derrière tout ça. Il y a aussi des raisons beaucoup plus pragmatiques et politiques qu'il n'y paraît. Et c'est pour ça qu'il faut éclairer nos concitoyens. Dans les années 80, la justice a commis une énorme erreur. Elle s'est intéressée aux politiques. Je ne sais pas, si vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas vous en souvenir, mais elle a commencé à dire il y a quand même des malversations, il y a quand même des emplois fictifs, dans le monde de la finance, il y a des choses qui ne sont pas très normales, dans le monde de l'économie, il y a des choses quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, des juges courageux, aidés par la police judiciaire de l'époque, ont commencé à tirer des fils d'Ariane en disant là, le politique, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas.
le politique, l'élite, hein, politico-intellectuelle, économique, etc., s'est dit, oh là, avant, on s'occupait que du voyou. Là, si on commence à s'occuper de nous, c'est pas bon, il va nous arriver des bricoles. Vous avez imaginé un président de la République à qui on dit faut retirer vos lacets, retirer votre ceinture, en garde à vue, ça ne serait pas passé du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le politique de droite et de gauche, d'ailleurs, se sont dit il faut qu'on module le code de procédure pénale, c'est-à-dire ce qui permet d'articuler la procédure, pour qu'il rende impossible l'application du code pénal. C'est-à-dire on va mettre une multitude d'embûches pour rendre en fin de compte tellement flou, tellement opaque, tellement difficile la manifestation de la vérité qu'on en arrivera à s'en sortir. Je ne veux pas citer quelques exemples très récents de l'actualité judiciaro-politique, mais on le voit bien. C'est un recours, c'est un scandale, c'est une honte, genre, etc., etc. Non, la police et la justice, ça a fait que son boulot. Et si on met en évidence des choses, c'est qu'il y a eu une enquête qui a été faite. Et même là, ils se rendent compte qu'ils n'ont peut-être pas verrouillé assez bien de partout, vous voyez. Donc, toujours pareil, par ruissellement, ça a bénéficié à tout le monde délinquant qui s'est dit, mais attendez, c'est impeccable ça, je peux mentir, je peux dissimuler la vérité, il y a un avocat qui va venir me dire ce que je dois dire, la présomption d'innocence qu'on va mettre en avant très intellectuellement, c'est beau, c'est plutôt bien, mais enfin je ne sais pas, moi la présomption d'innocence, ça sous-entend qu'il y a une présomption de culpabilité quelque part quand même, sinon il ne serait pas là. Hein. Donc il faut laisser le temps au temps. Mais aujourd'hui, c'est le temps au temps pour dire comment je vais faire pour argumenter mes mensonges, pour trouver le moyen de laissez-moi un petit peu de temps. C'est pour ça qu'en garde à vue, malheureusement, avant devant des policiers, j'étais un petit peu pris, surtout s'ils étaient un peu fins intellectuellement. Au bout d'un moment, je finis par être obligé de dire la vérité. Donc laissez-moi un peu de temps pour que mon avocat ait le temps de me dire ce que je dois dire, parce que sinon, je ne m'en sortirai pas. Vous voyez que tout ça fait que les honnêtes gens, ils vivent un cauchemar, quoi. Parce que ils n'osent plus sortir, les femmes n'osent plus sortir dans la rue parce qu'elles ont peur d'être agressées. Vous n'osez plus partir en vacances parce que vous avez peur d'être cambriolé. Voilà, on en est arrivé. Et tout le monde s'étonne. Tout le monde s'étonne. C'est simplement qu'on a mis un terme à la socialisation disciplinaire qui permet disciplinée plutôt, hein, la socialisation disciplinée qui permettait d'identifier la respectabilité, l'honnêteté, la probité, les vertus de la morale, etc., qui faisaient que la délinquance était marginale et permettait aux policiers de vivre un monde un peu marginal avec eux. Et aujourd'hui, on est submergé par le fait délinquant. Là-dessus va venir se greffer d'autres éléments, comme cette... Je ne vais pas parler de submersion, parce qu'on va encore me taxer de... Mais une immigration un peu incontrôlée, un petit peu qui a permis l'émergence de ces territoires perdus de la République, entre guillemets, parce que c'est des territoires perdus de la France, uniquement, avec ses règles, ses façons de se comporter, et qui fait que aujourd'hui, la situation devient vraiment explosive. Alors, j'entends les discours qui ont l'air d'être un petit peu plus... vouloir changer de paradigme, on le sent, quelques prémices, mais le travail va être très très lourd à reconquérir. Oui. Donc au travers de mon livre, ce que je veux montrer, c'est au lecteur de sentir en filigrane cette évolution, parce qu'en fin de compte, c'était bancal, quoi. Hein. La police changeait, oui, mais la société changeait. Et l'un avec l'autre, chacun a avancé, et ça donne une société aujourd'hui. Quand avec du recul... Là, je vous permets de prendre du recul. Vous voyez, je pense que c'est ça la sagesse. C'est pas bien grave. On va prendre un peu de recul puis regarder puis dire mais on en est arrivé là, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi, hein? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je crois que c'est Walter Benjamin, ce philosophe allemand qui avait préféré se suicider plutôt que d'être livré aux Allemands. Il disait chaque époque rêve la suivante. Il faut accompagner ce rêve pour qu'il ne transforme pas en cauchemar. Et je crois que c'est un peu ce qui est en train de se passer. On est en train de vivre un cauchemar. On va peut-être se réveiller et se dire, là, on est parti vers la mauvaise direction. On a voulu, dans un esprit très disruptif, je sais bien que c'est à la mode, très disruptif, tout détruire, tout était mauvais, etc. Oui, mais enfin, il faut se dire que lorsqu'on naît, on reçoit beaucoup plus en héritage que ce qu'on ne laissera au cours de toute son existence. Déjà, si on prend connaissance de ça, peut-être que ça permettra une analyse un peu plus affinée. On est loin de la police,
Non, mais pourtant, non. justement, Hein. vous parlez d'un relâchement au niveau de la police par rapport à l'ancien fonctionnement, par Ouais. exemple. Donc, selon vous, ça reflète aussi la mentalité de la société C'est ça, contemporaine? exactement ça. C'est exactement ça. Donc, moi, si vous voulez, c'est un peu moi, je vous l'ai dit, je suis resté constant. Vous voyez, aujourd'hui, je suis pourtant, mes cheveux blancs en témoignent, je suis âgé, mais j'ai toujours la même pêche, hein. J'ai toujours la même croyance en l'autre, j'ai toujours la même soif d'avenir. Et ce que j'aimerais, c'est que la doxa dominante s'inverse, qu'on commence que des gens humbles, un peu obscurs, mais qui ont touché l'humain, prennent la plume pour dire, attendez, on nous a mis un peu en sommeil, mais on était quand même toujours là. Et si vous preniez la peine de nous écouter un peu, peut-être que vous en tireriez un enseignement. Si les enseignants, les gens qui touchent le soin, qui touchent l'humain, se disaient, vous savez, on y croit encore, nous, on y croit encore. On croit encore que l'honnêteté est possible. On croit encore que se promener dans la rue à 2 heures du matin pour une femme, ça doit pouvoir être possible, bon sang. Et pour que ça puisse être possible, eh ben, il faudrait peut-être faire autrement. Et tout ça, c'est un petit peu... Je cite souvent cette anecdote d'un psychiatre qui il est à sa fenêtre, puis il entend des hurlements en bas, il regarde, il voit une personne se faire agresser, alors il descend, et puis l'auteur a pris la fuite, mais il se trouve face à une personne qui baigne dans son sang, il se penche, et il dit, oh là, celui qui a fait ça a vraiment besoin d'aide. Vous voyez, il est temps qu'on change ce paradigme-là et de se dire, le mieux, ça serait peut-être faire en sorte que la personne qui est là ne se soit pas fait agresser, quoi. Hein. Donc, voilà où on en est arrivé. Si vous voulez, au travers de ce prisme policier très, très particulier, bah, c'est en fin de compte, on est un peu comme le ramasseur des péchés de l'arrache-cœur de Barézian. Hein. On est là pour ramasser un peu la lie. Mais de temps en temps, si on nous disait, mais au fait, comment ça se fait qu'on en est là, bah, on va vous expliquer, nous. On va vous dire pourquoi on en est arrivé là. Vous parliez aussi tout à l'heure de justice, de la justice, du lien aussi avec la politique. On parle souvent justement d'une opposition entre police et justice, comme d'une opposition entre la gauche et la droite. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça devrait pas. Moi, je suis un ardent défenseur de la justice. Je trouve que ce qu'il y a d'invraisemblable, c'est qu'on essaye en ce moment de nous dire on est arrivé au gouvernement des juges et que ça empêche la politique, etc. Non, c'est tout l'inverse qui se passe. La justice est en train de nous rappeler la démocratie, le lien qu'il y a entre Demos et Kratos. Au contraire, elle est en train de sauver la démocratie pour dire, putain, il y a des choses qui ne se font pas, quoi. Il y a des choses qui ne se font pas. Voilà, redécouvrez la vertu et vous ne serez pas dans mon prétoire. Et alors, la police, pareil, très souvent, j'entends des discours syndicaux, c'est le laxisme judiciaire, c'est la faute à la justice. Non, la justice, elle ne fait qu'appliquer la loi. La justice n'est pas un pouvoir. Selon Montesquieu, hein, il y a 3 pouvoirs, hein, la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif et l'autorité judiciaire. Ça n'est qu'une autorité, ça n'est pas un pouvoir. Et comme disait Montesquieu, la justice, c'est la bouche de la loi. C'est la loi qui a permis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce laxisme judiciaire, qui lui a imposé ce laxisme judiciaire, qui a créé le juge d'application des peines, le juge de la liberté de la détention, qui a imposé toutes ces règles, etc., cette obligation de sortir les gens de prison à mi-parcours, etc., etc. C'est la loi, c'est uniquement la loi. Donc la justice, elle est prise dans ce carcan législatif et elle l'applique. Et quand le pire, elle l'applique strictement en ayant l'impression qu'il y en a qui exagèrent, on lui tombe dessus à bras raccourcis. Non, non. Et très souvent, j'entends surtout les syndicats policiers dire c'est la faute à la justice, il y a un laxisme judiciaire. Non, non. D'abord, que l'on fasse de procédures policières, des procédures qui tiennent la route, comme c'était à mon époque. Hein, que ça ne soit pas des torches serviettes, pour ne pas dire autre chose, comme c'est aujourd'hui. Que l'on redevienne des vrais poulets, quoi. Des vrais poulets. Hein, déjà, ce serait une première chose. Mais c'est quoi pour vous, du coup, un vrai poulet, comme vous dites? un vrai poulet, c'est quelqu'un qui s'investit, qui fait de la police, qui mange police, qui dort police, etc. Et surtout qui met son intelligence, son vice, ses capacités au service de l'autre. Vous savez, moi j'étais procédurier à la brigade criminelle. On avait des vieilles machines à écrire Olympia, vous savez, il n'y avait pas de machin. Interdiction de faire des fautes de frappe, parce qu'on n'avait pas le droit de gommer, rien du tout. Quand vous faisiez des constatations sur un meurtre, les constatations, c'était 30-40 pages. Donc il fallait avoir du vocabulaire,
avoir le sens de la rédaction, le sens de la syntaxe, faire très attention à tout ça. Chose qui aujourd'hui, les correcteurs informatiques, heureusement qu'ils sont là, hein, parce que ça donnerait des dégâts. En clair, redevenons bons et la justice pourra peut-être rendre une bonne justice, hein. Ça, c'est en aparté. Mais, comme je vous l'ai dit, la justice, elle n'est que la bouche de la loi. Si on n'avait pas changé toutes ces lois, la justice ne serait pas là. Et actuellement, je trouve que le procès que l'on fait à la justice, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Au contraire, ils disent désespérément, faites attention, quoi. La démocratie est en train de partir, justement, parce que la démocratie, c'est la vertu. Alors, on ne va peut-être pas aller jusqu'à la vertu chrétienne, mais prenons l'exemple de la vertu romaine. Les Romains, voilà, c'était ça. La vertu, l'âme, c'est que le parcours vertueux d'une vie. Ayons un parcours vertueux, surtout lorsqu'on sollicite de remplacer un peuple, de représenter un peuple, me semble-t-il. Vous pensez que du coup, il y a une baisse de niveau au sein de la police et que ce soit du coup au Oui. niveau du recrutement peut-être? Déjà, il y a cette réforme que je vous ai dit tout à l'heure, qui a été absolument catastrophique. Et aujourd'hui, on a d'énormes difficultés de recrutement, effectivement. Vous savez même qu'il y a énormément de défections, hein. Il y a des gens qui partent au bout de quelques années parce qu'en fin de compte, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent le plaisir, ils cherchent l'hédonisme, etc. Mais l'institution policière est responsable. Quand vous prenez les plaquettes de recrutement pour être gardien de la paix, amusez-vous un jour, je ne sais pas si vous voulez un jour devenir gardien de la paix, mais si vous demandez au service de recrutement, vous allez voir la plaquette. On voit des gardiens de la paix qui font de la moto, qui descendent en rappel d'un hélicoptère, qui font du parapente, qui font... non. 99,9% des policiers en sortie d'école, ils iront dans un commissariat, dans un car police-secours, pour faire de la police-secours. Si vous mentez déjà dès le début aux gens, lorsqu'ils arrivent, surtout aujourd'hui où il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus tout ça, le sens de la hiérarchie n'est plus là, on veut avoir une jouissance hédoniste immédiatement, ça ne fonctionne pas, quoi. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, si on ne peut pas aller au RAID ou à la BRI et qu'on se retrouve dans un commissariat de quartier, on fait la gueule, quoi. On n'est pas heureux et on s'en va. Et c'est pour ça, vous savez, je dis souvent que la police n'occupe plus la voie publique, elle l'emprunte. Il suffit à mon époque, comme il n'y avait pas du tout de moyens, les policiers, ils étaient à pied, on les voyait dans la rue. D'ailleurs, quand on cherchait son chemin, il n'y avait pas Oise à l'époque, hein. Donc on voyait un gardien de la paix, on disait « Monsieur, je cherche la rue ». Hop, il sortait ce qu'on appelait un bitumard, et puis il regardait, il disait bah, « La rue, elle est là-bas, etc. » Vous voyez beaucoup de policiers dans la rue aujourd'hui? Non. Par contre, vous les voyez passer, toutes sirènes hurlantes, etc. Parce que le policier aujourd'hui n'est que dans le réactif, uniquement. Dans le réactif. C'est-à-dire, il va répondre à un appel police-secours, etc. Mais le proactif, ne leur demandez pas de faire de l'îlotage, etc. C'est terminé. L'îlotage, aujourd'hui, c'est la police municipale. C'est elle qui a pris la place des policiers nationaux. On le voit bien. Et ça va même plus loin encore. J'ai vu que, profitant de cette insécurité, il y a une entreprise un peu sur le modèle des Uber là, hein, qui propose maintenant, vous leur passez un coup de fil, puis quelqu'un vient pour vous raccompagner chez vous, etc. J'ai dit, mais on en est arrivé là, quoi. On en est arrivé là, c'est absolument catastrophique. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a une police à deux vitesses, un peu celle des pantouflards et celle des missions difficiles ou... Non, je ne pense pas. On ne peut pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est que la police est à l'image de la société d'aujourd'hui. Donc, lorsqu'ils rentrent, ils ont des exigences que l'on n'avait surtout pas à mon époque. Je vous cite un exemple. Le premier jour de mon arrivée à un commissariat parisien, donc je me présente à mon divisionnaire, il me dit, bon, bah écoute, pour ta première journée, tu te mets derrière le guichet, les formulaires pour les cartes d'identité, c'est à gauche, pour les passeports, c'est à droite. Moi qui rêvais d'arrêter des grands voleurs à la Maigret, j'ai dit, tiens, bon, ça me change un peu. Et puis donc, je suis resté toute la journée derrière le guichet. Et puis ça, il me dit, ça a été, il me dit, t'as mangé où à midi? Je lui dis, j'ai pas mangé. Il m'a dit, mais comment ça, t'as pas mangé? Je dis, bah non, vous m'avez pas dit que je pouvais partir pour manger. Donc, je suis resté, vous voyez. Allez dire ça aujourd'hui à un gardien de la paix. Quand il arrive, il va voir directement le commissaire, il dit, bon, attendez, moi, ça ne me convient pas. Moi, ce que je veux, c'est être là, c'est être là. C'est les horaires comme ci, c'est les horaires comme ça. Donc, le commissaire de police, il dit un peu oui à tout. Et puis, voilà comment ça se passe. Ça devient un peu ingérable, quoi. Un peu ingérable.
Oui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la société. Finalement, les mentalités ont changé et ça s'applique un peu partout, même du coup Ça jusqu'au sein de la s'applique au sein police. de la police. Le seul problème, c'est que ça peut avoir des conséquences très lourdes, quoi. Parce que Lesquels, par vous exemple? touchez la détresse des gens. Vous Mmh. touchez très souvent. Moi, je me suis jamais départi de, 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 de ce qu'on voyait au quotidien. Il faut toujours prendre la mesure de la détresse de ceux qui viennent vous voir. Aujourd'hui, je crois que vous allez être entendu dans un service de police, mais est-ce que vous allez être écouté? C'est pas du tout la même chose. Mmh. Je pense que la nuance est extrêmement importante. Et selon vous, comment on pourrait revenir du coup à Ah mon Dieu, l'ancien fonctionnement finalement qui marchait mieux? ah mon Dieu. Je crois d'abord qu'il faut prendre acte du fait que l'on s'est trompé. Je crois que c'est Jean Cocteau qui disait le progrès peut être le développement d'une erreur. Euh, D'ailleurs, vous savez, Jean Cocteau avait fait à l'époque, je crois que c'était dans les années 50, il avait fait un petit film pour l'époque. Il s'adressait aux jeunes de l'an 2000 qu'il ne connaîtraient pas. Et donc, d'une manière un petit peu de quatrième dimension, il s'adressait à eux dans ces termes. Le progrès peut être le développement d'une erreur. Prenez-en acte. Peut-être que si rien que ça, si on se disait, on s'est peut-être trompé, Mmh. peut-être que ces dérives sociétales ont peut-être été une erreur. La preuve, ça ne crée que des tensions, ça ne crée que des problèmes. Qu'en fin de compte, il faut peut-être revenir sur tout ça. Bah, peut-être qu'après, ça va être un chemin très long, hein, mais vous savez, face à, on croit toujours que notre vie représente l'éternité, mais on est bien peu de choses hein, Mmh. face à C'est sûr. l'évolution. Donc, reprendre un nouveau départ, un autre départ. Il faut être optimiste. Hein, il y a toujours, je crois, vous avez compris, j'aime bien Joseph de Maistre. Hein. Joseph de Maistre, c'est un philosophe qui disait, il pensait, il était en totale contradiction avec la linéarité évolutive marxiste. Hein. On pense qu'on va d'un point A pour aller à un point B. Il disait qu'il y avait des époques et des périodes, et qu'il y avait des époques qui parfois brillaient encore comme les étoiles mortes dont on voit seulement arriver la lumière, mais qu'elles sont déclinantes. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On vit là une queue de comète d'une époque qui s'est voulue disruptive à tous égards, parce qu'il y avait du confort, et aujourd'hui on s'aperçoit des limites. Et donc la police est un curseur d'appréciation de ça. C'est tous les jours que vous devriez le voir. Comment se fait-il qu'on a une telle délinquance? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Comment se fait-il qu'il y a une réification de l'autre? Comment se fait-il que on avait mis 1000 ans à sacraliser le corps, on ne le sacralise plus du tout aujourd'hui? Comment se fait-il qu'il y a des mômes de 17 ans qui rouent de coups d'un grand coup de pied dans la tête à quelqu'un? Donc, c'est ce qu'on appelle un phénomène de réification, c'est-à-dire qu'on considère comme une chose. Comment se fait-il qu'on en est arrivé là? Mmh. Pourquoi est-ce qu'on avait mis 1000 ans à essayer de s'en sortir de la violence, etc., et qu'on y revient? S'interroger tout bêtement. Le diagnostic n'est pas difficile à faire. On s'est trompé. L'homme ne tient que par sa consubstantialité. On est des êtres consubstantiels. Le meilleur exemple, c'est une plage. Vous avez déjà marché sur une plage de sable fin. Quand vous prenez du sable, ça s'égrène comme ça. Et par contre, quand il est tassé, le sable, vous avez vu, on peut marcher dessus. Et puis malgré ça, il y a des marées tous les jours qui viennent. Et le sable, il est bousculé, mais il se remet en plat. Il y a le vent, etc., etc. C'est ça, une société humaine. C'est une multiplicité de grains de sable. Mais quand elle s'agrège, elle tient. Il y a un socle qui nous permet de tenir. Deuxième autre élément, revenons à des choses très anthropologiques, très simples. Dans notre cerveau, on a une toute petite partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire. Le cortex singulaire, c'est ce qui provoque chez nous l'angoisse et la peur. Et le cortex singulaire est apaisé quand l'homme vit quelque chose de stable, avec des références, quand il a un but, quand il sait que ce qu'il fait a un sens. Donc on est très puissamment ritualiste. L'homme est obligatoirement ritualiste. On a besoin de rituels. On a oublié que pour vivre ensemble, justement, sans arrêt évoqué, on avait besoin de normes qui nous ressemblent, qui nous permettent de ne pas avoir peur. Et lorsque ces rituels s'imposent, se transmettent de génération en génération, eh ben, il y a un apaisement du cortex singulaire. Aujourd'hui, si on faisait un sondage, surtout sur les gens les plus humbles, hein, eh ben, on s'apercevrait que le cortex singulaire
l'angoisse, elle est là, quoi. Hein. Et à Donc, cause de quoi, selon vous, pourquoi on en est on arrivé à en est une telle arrivé là crainte? parce qu'on a fait des expériences qui, très certainement, n'étaient pas bonnes. Revenons revenons à ça, revenons à ce que nos philosophes, et même les religions, hein, nous avaient appris à créer des rituels qui nous permettent de vivre ensemble. Et le policier, il est au fait même de l'explosion de tous ces rituels. La propriété privée avec le vol, la violence avec cette violence acharnée. Et on est là en disant mais c'est pas possible. Avant c'était marginal. C'était totalement marginal. C'était vraiment des gens qui, à un moment donné, avaient franchi la route. Mais là, ça n'est pas le cas. Donc il faut avoir une réflexion, surtout prendre garde. Et c'est ce que j'ai peur, à vouloir avoir une réflexion beaucoup trop éruptive et puis en prenant des mesures comme ça, en disant tiens, bon, j'ai pris telle ou telle mesure, j'ai rempli ma mission. Non, non. Il va falloir avoir un sens de l'anticipation, de l'anticipation très fort, en disant la situation est comme ça, pour que ça aille bien dans 40 ans, comment il va falloir que je m'y prenne. Parce que là, il y a un travail très important à faire. D'un autre côté, ça devrait être extraordinairement enthousiasmant pour la nouvelle génération comme vous. Se dire, mais il y a tout à reconstruire en fin de compte. Hein. Alors, il n'est pas question... moi, j'ai aucune nostalgie. Je dis simplement, voilà comment c'était avant, voilà comment c'est aujourd'hui. Vous constatez vous-même que ça montre quand même quelques limites, il y a quelques difficultés à tout ce qui a été créé. Est-ce qu'en fin de compte, il ne faut pas s'inspirer de ce qui avait été fait auparavant, en l'adaptant à ce qui... vous savez, l'approche de l'arrivée de l'intelligence artificielle, que moi j'appelle l'intelligence assistée plutôt, hein, ça devrait vous faire réfléchir quand même, parce qu'il y avait une parité évolutionniste très simple depuis la nuit des temps. Il y avait une parité évolutionniste entre le domestique, l'outil et l'éthéré. Voilà, je vais améliorer mes conditions de vie et mes questions existentielles. Pourquoi ? À partir du moment où on a compris qu'on allait mourir, on s'est posé des tas de questions. C'est bien pour ça qu'on a inventé les religions et puis la philosophie après, etc. Et donc il y a eu une parité évolutive. K1, K1, comme ça, on a inventé la roue, et puis les religions, et puis on a été sur la Lune, mais bon, ça allait encore. Et puis cette parité a disparu pour laisser la place uniquement aux domestiques, avec l'intelligence artificielle, parce que jusqu'à présent, le domestique vous permettait de vous élever intellectuellement. Puisque je suis libéré des contraintes physiques, ça me permet de lire, de réfléchir, etc. etc. C'est Mozart, c'est Beethoven, etc. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a un outil qui va dire, bouge pas, tu n'as pas besoin de réfléchir, je vais réfléchir à ta place. Méfiance quand même, méfiance quand même. Vous vous rendez compte, auparavant, quand vous reveniez de vacances d'été, en sixième, première chose qu'on vous disait, faites-moi une rédaction sur vos vacances. Alors non, qu'il fallait réfléchir, etc. etc. Aujourd'hui, vous allez mettre 3 émoticônes, hein, un parasol, un cornet de glace et puis un soleil, et boum, voilà madame. Oui, d'accord, mais bon, ça, intellectuellement, ça va être rude, ça va être rude. Jusqu'à maintenant, le fait qu'on s'affranchisse des contraintes domestiques, même jusqu'à l'ascenseur, hein, ça nous permettait de... je peux m'asseoir pour bouquiner, je peux m'asseoir pour écrire, pour réfléchir, etc. Là, à mon avis, et c'est peut-être là où on va aller vers une omniprésence de l'outil, et c'est là où j'ai peur pour la démocratie. Parce qu'on voit bien qu'il y a dans notre nouvelle élite politico-culturelle, une pensée très saint-simonienne, hein, c'est-à-dire que c'est à nous de prendre le pouvoir et puis en bas, voilà. Donc on s'aperçoit que les balbutiements démocratiques de vote, etc., c'est plutôt un emmerdement qu'autre chose. Avec cet outil-là, je veux dire, ils vont régler le problème. Hein. C'est-à-dire ils vont prendre le pouvoir et puis après, elle sera terminée avec justement une technopolis omniprésente qui ira jusqu'à la reconnaissance faciale, etc. Donc avec une disparition totale de l'humain, donc de l'appréhension humaine, donc de l'appréhension de ce qui fait notre différence, c'est notre affectif et c'est notre dimension à avoir des sentiments, à avoir de la peine, de la joie, ce que la France avait réussi à ériger en quelque chose que nul autre pareil, on avait inventé l'élégance. Ouais, cette forme d'élégance qui était ce qu'on ne retrouve pour ainsi dire nulle part.
j'ai presque envie de dire, vous savez, même au niveau de la police, hein, on a tout inventé. Vous savez que c'est Bertillon qui a inventé les recherches des traces et indices. C'est nous qui avons, pour la première fois, c'est Clémenceau qui a inventé la police judiciaire. Seule police qu'une démocratie puisse avouer, disait-il. C'est la première fois au monde qu'on utilisait des fichiers, qu'on faisait des relevés anthropométriques, etc. Donc vous voyez, on était plutôt en avant. Mais au-delà de ça, vous l'avez bien compris, moi je suis rentré dans la police avec au fond de moi un sens de l'investissement, du goût pour les autres, qu'il faut absolument... le goût pour les autres n'est pas l'acceptation de leurs atypismes. Le goût pour les autres, c'est le goût pour faire en sorte qu'on puisse se regarder, vous voyez, en face. C'est ça qui est important. Vous parliez aussi tout à l'heure du rôle de la jeunesse dans ce changement, dans le retour vers le savoir-vivre ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est réellement possible? Parce qu'au sein de la jeunesse, il y a aussi des désaccords. Il y en a certains qui pensent qu'un retour à l'ancien fonctionnement au niveau de la police, c'est bien. Et une autre jeunesse qui dit qu'en fait, c'est à cause de la police qu'il y a des divisions, parce qu'il y a des bavures. Oui, mais tout ça, vous savez, il y a eu aussi un lavage de cerveau terrible. Hein. Il y a eu une doxa culturelle terrible. Vous savez, moi, j'en veux énormément au monde, je ne veux pas dire médiatique, parce que vous en faites partie, mais du monde du spectacle. Du monde du spectacle. Le monde des saltimbanques. Parce qu'il a fait main basse, il a verrouillé notre émotionnel. Vous voyez, et en fin de compte, il nous a transmis des valeurs qui lui étaient propres, dans une forme de marginalité qui lui était propre, à essayer de le faire ruisseler à tout le monde. C'est une erreur. Les saltimbanques ont une vie à part. Depuis Molière, on le voit bien, ils ont une vie particulière. Et comment vous dire ça? Regardez, le mouvement MeToo a été extraordinairement bénéfique. Il est parti du monde du spectacle, qui a commencé à dénoncer les exagérations, et il a permis, par ruissellement, j'aime bien encore ce terme, de changer le comportement un peu trop viril de la gente masculine. La gente masculine, aujourd'hui, fait attention quand même, hein, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux que les choses aient bien évolué. Donc on peut dire qu'à ce niveau-là, ils étaient plutôt de bons instigateurs. J'aimerais que, moi qui étais à la brigade des stupéfiants pendant longtemps, si vous saviez le nombre de gens que je vois aujourd'hui à la télévision qui sont passés dans mon bureau, vous seriez quand même surprise. Ah oui. J'aimerais qu'un nouveau, quelque chose qui soit similaire à MeToo, du style Zemtoo, qui dénonce ces comportements déviants liés aux stupéfiants, que ça ait le même ruissellement à tous les gens qui aujourd'hui le consomment. Parce que on en est arrivé à se dire, on est tellement submergé par la toxicomanie que est-ce qu'on ne devrait pas légaliser le cannabis? Oui, à vrai dire, on pourrait dire, allez hop, on légalise le cannabis et puis on n'en parle plus. Seulement voilà, on est un pays latin. L'autre est aussi important que nous-mêmes, sinon plus. On ne peut pas nier nos 1000 ans d'histoire. On n'est pas des anglo-saxons. On ne raisonne pas du tout de la même chose. Donc l'autre nous intéresse. Est-ce qu'on peut admettre qu'une énorme partie de la population s'abrutisse, ait le cerveau complètement lavé? Parce que c'est ça. Vous savez, moi on nous dit cannabis, c'est pas... Non, le cannabis, tous les héroïnomans que j'ai connus, ils avaient tous commencé par le cannabis. J'ai connu des gens accros au cannabis. J'ai vu leur ravage, la déchéance physique, humaine que ça pouvait faire. Donc on ne peut pas se permettre de dire ça. Il faut jouer sur le long terme et dire, c'est mauvais les gars. Et on vous dit ça parce qu'on vous aime, pas parce qu'on veut vous emmerder, pas parce qu'on est des vieux cons. C'est simplement que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Hein. On commence maintenant à avoir un peu de recul et les médecins arrivent à nous dire les dégâts que même le cannabis peut faire sur les spermatozoïdes, sur le fonctionnement cérébral, sur tout ça, on le sait maintenant. Donc c'est mauvais, c'est mauvais. Et j'aimerais bien que ce monde du spectacle, des saltimbanques, se dise on va le dénoncer aussi parce qu'on a un devoir d'exemplarité. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Oui, pour évoluer vers tout ça, vous parlez du coup de ce que la société doit faire, de ce que nous, on doit faire, même au niveau de nos mentalités, finalement. Il y a aussi du coup le rôle des politiques là-dedans. Par exemple, voilà, la dernière action de Bruno Retailleau,
qui a été faite. Selon vous, quelles sont les réformes urgentes à mettre en avant? Alors, moi, je crois plus beaucoup à la politique. Je crois pas, je crois pas aux hommes providentiels. Ouais. Je crois au peuple providentiel. Je suis un peu communaliste, hein. Je crois que le lieu fait le lien et que c'est par petits groupes. Je crois à la grandeur des gens ordinaires. Voilà. Ceci étant dit, on sent que Retailleau est un homme vertueux. Bon, d'abord, c'est un Vendéen, et les pauvres Vendéens, on est toujours à glorifier la Révolution française, mais bon, il y aurait beaucoup à dire. Et donc, ça a l'air d'être un homme vertueux. Et on sent que par petites touches successives, il essaye d'infléchir. On le sent bien, dans le discours, etc. Et donc, je pense qu'il est sur les premiers pas de la bonne voie, des choses qu'il faut faire. Je pense que, je suis sûr même que c'est un homme intelligent. Il a pris conscience des carences policières, il a pris conscience des carences de la loi, etc. Et vous voyez bien que par petites touches successives, il essaie de nous faire comprendre que l'état de droit, oui, d'accord, mais le droit de l'État, ça existe aussi. Hein, l'état de droit, c'est justement un panel de lois qui nous permet de vivre ensemble et non pas de nous détruire ensemble. Il ne faut pas transformer l'état de droit avec un E majuscule et un D majuscule en état des droits avec un E minuscule et un D minuscule. Vous voyez, c'est ça. Et il commence à vouloir en parler. Seulement, la tâche va être rude. La tâche va être rude parce que, et surtout, il va falloir qu'ils s'inscrivent sur le lointain. Et pour ça, il faudra qu'ils prennent les bonnes décisions organisationnelles, à la différence de tout ce que j'ai cité précédemment et qui a été fait dans la précipitation et sans se rendre compte des conséquences. Justement, prendre des décisions aujourd'hui organisationnelles, structurelles, qui visent le long terme. Vous avez vu qu'il y a eu hier et avant-hier des attentats contre les établissements pénitentiaires, contre les gardiens de prison, contre les prisons même. Là, on voit bien qu'il y a un risque, quelque part, hein, de résurgence d'un mouvement style Action Directe. Hein, il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai connu Action Directe quand j'étais à la brigade criminelle. Au tout début, ils brûlaient des poubelles. Hein. C'était rien du tout, hein, pour voir ce que ça a donné au fur et à mesure. Donc, il faut être très prudent. Et à cet égard, on voit bien que là, la disposition qu'il a faite pour les narcotrafiquants, les mettre dans des prisons très particulières, qui devrait être la norme, parce que la prison devrait redevenir exemplaire, c'est-à-dire qu'on n'ait pas envie d'y aller. C'est uniquement ça. Elle n'est pas là pour la réhabilitation. Elle est là, si tu vas en prison, voilà ce qui va t'arriver. Il faut faire en sorte que le crime ne paie plus, parce qu'actuellement, le crime paie. Vous voyez, le vieil adage, le crime ne paie pas, ne marche pas. Il faut donc que ces prisons redeviennent des lieux d'expiation. Voyons, vous n'êtes pas là pour rigoler. Et pas là pour avoir des téléphones portables, pouvoir fumer du shit, avoir des relations sexuelles sordides, parce que c'est dans des conditions... En clair, on est là pour en chier, pour faire en sorte que tu ne puisses pas y aller, que les autres n'aient pas du tout envie d'y aller. C'était ça la prison. Hein. Et je vois que là, en l'occurrence, il va falloir que Darmanin, qui est maintenant ministre de la Justice, prenne soin de ces 30 000 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. J'ai vu que il s'était inspiré de ce qui se passait en Italie pour justement ces réaménagements de prison. Il ferait bien de s'inspirer de ce qui se passe en Italie. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire dépend du ministère de l'Intérieur. Hein, moi, je l'invite à réfléchir à ça, ne serait-ce que pour donner un statut de véritable autorité judiciaire aux fonctionnaires de l'autorité pénitentiaire, agents de police judiciaire, officiers de police judiciaire, pour pouvoir traiter tout ce qui se passe à l'intérieur et non pas faire appel au commissariat quand ils trouvent un bout de shit, etc. Et surtout à disposer ainsi de 30 000 fonctionnaires, une nouvelle forme de police qui vient toujours en aide. Hein. En Italie, les policiers qui dépendent donc du ministère de l'Intérieur font partie intégrante des forces de sécurité intérieure. Donc, à lui de réfléchir. Et là, il y a une opportunité pour reprendre dans sa globalité la structuration future du système sécuritaire français. À cet égard, on a supprimé la police judiciaire il y a quelque temps. C'était une erreur fondamentale. Il faut absolument... Vous
vous savez, il y a un panel très large de métiers dans la police. La police judiciaire, c'est pas les renseignements généraux. Les renseignements généraux, c'est pas la police aux frontières. La police aux frontières, c'est pas la police de sécurité publique. C'est des métiers très différents. Quant à la police judiciaire, c'est vraiment totalement à part. Ça n'est que l'expérience qui permet ça. On l'a supprimé, on l'a mis sous la coupe des DPN, toujours pareil pour rendre service à la représentation syndicale, mais c'est une très grave erreur. Alors, autant l'administration pénitentiaire devrait passer sous la coupe du ministère de l'Intérieur, ça réglerait bien des problèmes, c'est que pour les OQTF, etc., pour les centres de rétention administrative, etc., etc., alors que la police judiciaire devrait, elle, être mise sous l'autorité du ministère de la Justice, c'est-à-dire de véritables auxiliaires directs du procureur de la République et des juges d'instruction. Voilà les deux pistes sur le long terme, si je pouvais me permettre de leur donner quelques conseils, quoique maintenant, je ne suis qu'un modeste commissaire divisionnaire. Un autre sujet qu'on évoque beaucoup au sein de la police, c'est le niveau de suicide. On parle beaucoup de suicide dans la police. Quelles sont les causes, selon vous, les causes principales de ce drame, de ces drames? Le métier de policier, par définition, est extraordinairement stressant, c'est clair. La police, auparavant, était une forme de famille, quand même, hein, vous voyez. Alors, il y a des difficultés personnelles qui vont être amplifiées par les difficultés que l'on rencontre dans le milieu policier. Et quelque part, moi, je mettrais beaucoup en cause la hiérarchie. Hein. Un commissaire de police, à mon époque, c'était un patron, quoi. C'était, on disait, un taulier, quoi. C'est quelqu'un qui avait de la bouteille, c'est quelqu'un qui faisait autorité. C'est-à-dire que on savait qu'on pouvait se tourner vers lui, il piquait des gueulantes, hein, voilà, mais ça passait. Et ça crée une espèce de relation de hiérarchie affective. Vous voyez, il y avait une hiérarchie, soit, mais il y avait une hiérarchie affective qui était là. Moi, quand j'étais inspecteur, mon directeur PJ, c'était quelqu'un que j'appréciais, quoi, parce que je savais qu'il m'appréciait et qu'il appréciait tout le monde. Vous faisiez une connerie, par contre, alors là, il vous laminait. Hein. Et donc, pour ne pas décevoir des fois ses chefs, on était un peu exemplaire. Et ça a l'air de rien, mais ça créait un tissu relationnel au sein d'un service qui faisait que il y avait une chaleur qui n'existe plus aujourd'hui. Vous voyez, il y a une distance. Je vous ai dit, les commissaires de police ne cherchent plus qu'à faire carrière. C'est leur unique préoccupation. Ils ne cherchent pas à augmenter leurs compétences, à devenir de plus... à quelques exceptions près, bien sûr. Hein, mais je vois bien... et puis, il y a toutes sortes de réseaux, qui soient ésotériques, politiques, amicaux, pas régionaux, mais presque, selon que vous soyez né à l'ouest de Paris ou ailleurs, qui sont très néfastes, quoi. Qui sont très néfastes. Et le gardien de la paix, de base, il a besoin, vous voyez, il y a une dimension affective qui est très importante. Et il a besoin de savoir que là-haut, dans le bureau, il y a le vieux qui est là, quoi. Vous voyez. Et que, des fois, dans la discrétion, il pourra régler un problème. Moi, j'ai réglé des tas de problèmes dans ma carrière, qui n'avaient rien à voir avec du disciplinaire lié à des fautes professionnelles, mais à des fautes, à des embarras des uns des autres. Je l'ai fait dans le silence, dans le calme, et tout s'est bien passé. Et il y a des fois des choses, surtout aujourd'hui, où il y a des drames familiaux, des divorces, etc. Il faut être... moi, partout où j'allais, je connaissais le prénom de mes fonctionnaires. Je sentais quand un regard n'était pas le même qu'hier. Vous voyez. Et donc, il faut être attentif à ça. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas l'école qui vous l'apprendra. C'est ce que vous êtes qui le permettra. Et est-ce qu'en 40 ans de carrière, du coup, vous avez vu une augmentation de ce malaise en interne qui peut provoquer, du coup, qui peut oui, jusqu'au suicide? Les suicides, ça n'existait pas à mon époque, il y a 40 ans. C'était vraiment... Mais aujourd'hui, la conjugaison d'une difficulté au sein de l'institution qui n'est plus justement fraternelle comme elle était. Il y avait des pots de départ, à mon époque, c'était déchirant, quoi.
quand le gars partait en retraite, mais tout le monde pleurait. On a l'impression qu'il allait disparaître à tout jamais. Aujourd'hui, il n'y a même plus de pot de départ. Hein. Le gars, il part, c'est terminé. Et ça a l'air de rien, mais c'est vraiment important. Je ne dis pas qu'à l'époque, on faisait des pots à chaque fois qu'on changeait ses lacets, mais qu'on achetait une paire de chaussures neuves. Mais il y avait cette dimension affective qui était très prégnante. Si vous rajoutez à ça des difficultés d'ordre personnel qui sont aujourd'hui notoires quand même. Hein. On le voit bien, la fragilité des couples est devenue, surtout dans les milieux policiers, avec les horaires, etc. C'est un des éléments presque essentiels hein, aujourd'hui de ça. Bah, il faut être très, très attentif. Mais je vous dis... peut-être que ça fait partie d'une réflexion beaucoup plus globale sur la société qu'on a évoquée tout à l'heure. On était très loin de la police, mais quelque part, c'est une réflexion beaucoup plus globale qu'il faut avoir. Bah pour terminer cet entretien, on peut faire On était un peu long peut-être hein. Non, très bien, il y a plein de choses à dire de toute façon. Ouais. On peut peut-être faire un petit bilan de vos 40 ans de carrière. Est-ce que vous auriez... un bilan à nous faire, justement, très court sur l'évolution des choses et peut-être des recommandations? Du premier jour au dernier jour, en 40 ans de carrière, mes cheveux ont blanchi, bien sûr, hein, mais je suis resté avec exactement le même sens de l'investissement, le même sens de l'abnégation, du dévouement. Je ne plaisante pas. Ça a vraiment été comme ça le dernier jour, du premier au dernier jour. Ça a été intense et ça a été extraordinairement enrichissant. Alors, si j'avais un conseil à donner à tous ceux qui aujourd'hui voudraient rentrer dans la police, c'est d'être comme ça, de se dire, tu vas t'enrichir tous les jours. Tout ce que on pourrait penser que c'est un métier qui vous détruit, ça, puisque vous côtoyez la mort, vous côtoyez la violence, vous côtoyez le mensonge, etc. Non, non, non. Ça vous donne un certain talent. Je crois que tous les métiers qui touchent l'humain, et en particulier le métier de policier, nécessitent du talent. Et le talent, c'est pas forcément dans les plus hautes sphères. Hein. Au contraire, hein. C'est des fois... Il n'y a pas plus évocateur que le film, pour moi, parce que je ne regarde plus du tout les films à la télé, ça m'en dingue, ça ne m'intéresse pas. Pinou, simple flic. Vous n'avez pas vu ce film-là. C'est la vie d'un gardien de la paix, de base, etc. C'est ça. Le vrai talent, vous allez le trouver dans le regard d'un brigadier de police qui prend une plainte avec attention, d'un major qui fait attention à ses gars. Vous voyez, et c'est là que vous décelez les vrais talents. J'ai rarement trouvé du talent dans la haute hiérarchie. Par contre, de la médiocrité, alors là, à l'appel. Ça, je peux vous le dire. Des gens qui ne pensaient qu'à leur Légion d'honneur, leur avancement, etc., c'était pathétique. Pas les bonnes motivations, quoi. Pathétique. Mais par contre, je vous dis, j'ai mémoire de gardien de la paix d'une profondeur, d'un talent exceptionnel. Voilà. C'est ce que je voudrais retenir. Quel est votre souvenir le plus marquant? Que ce soit une intervention ou... Le souvenir le plus marquant de ma... J'ai traité beaucoup d'affaires au retentissement important. Des meurtres, des affaires de terrorisme, des grosses affaires même de trafic de vol d'objets d'art, etc., etc. Et il y a une toute petite affaire qui certainement pour moi est la plus révélatrice. J'étais tout jeune inspecteur et une vieille dame qui habitait sur le 5e arrondissement s'était fait cambrioler. Et on lui avait emmené ses meubles, etc. Elle était veuve. Et on lui avait volé un petit vase qui avait surchatuiné. Et dans ce petit vase, il y avait la mèche de cheveux de son fils qui avait été fusillé par les Allemands. La vie s'arrêtait pour elle. Sa vie basculait. Et on a fait une très grosse enquête avec mes collègues, je me souviens, et on a fini par retrouver les casseurs. On s'était vraiment démenés. Et on perquise, on était là, on disait, est-ce qu'on va le retrouver, ce vase, quoi. Et on retrouvait rien du tout. Et planqué, je me souviens, c'était... parce qu'en fin de compte, le cambrioleur ne s'était pas rendu compte de la valeur. Enfin, pour lui, c'était de la merde, quoi. Et donc, j'ai récupéré ce petit vase. Et le lendemain, je l'ai porté à la dame, à la vieille dame. Il y avait tout l'immeuble
Elle est morte une semaine après. On peut prendre le temps si vous voulez. Je sais que c'est un souvenir qui doit vous remémorer beaucoup de choses. Mais au moins, on voit que c'est le plus marquant certainement de votre carrière. Donc merci de nous partager avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour terminer sur ce Que je bilan? dise bonjour à ma famille. Non, mais Non, il y a je suis désolé il y de a du mettre. positif Je suis désolé de et m'être du laissé aller. négatif dans ce métier. Non, mais ça montre aussi, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aussi qui, voilà, qui pointent un peu facilement du doigt la police en parlant des bavures, ce genre de choses, mais on oublie finalement à quel point c'est un métier difficile, mais un beau métier aussi. Sachez-le, il y a des gens qui ont une vraie profondeur d'âme dans la police. Méfions-nous de cette doxa là, de saltimbanques qui, j'appelle ça les saltimbanques, qui n'ont aucune profondeur. La profondeur, il faut la chercher pour la trouver. Il faut, parce qu'elle est cachée tout le temps. La vraie profondeur, la vraie intensité, elle est cachée. Parce que c'est la noblesse des plus humbles. Et donc, méfions-nous essayons de la trouver. Redécouvrons l'intense, le profond. Il est caché très profondément, mais c'est une démarche qui est bénéfique à tout le monde. Voilà. Bah, merci, Monsieur Signolet, pour Je ces vous en belles prie. paroles, Je suis désolé de ce m'être témoignage. laissé aller. Ça fait partie du souvenir. Ça fait partie du souvenir que vous nous avez partagé. Donc merci pour ça. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir regardé ce grand entretien et d'être toujours aussi fidèle à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien.